Ah bah un vas-y, sens ou parlons-en. dans l'autre. Moi, perso, Moi je suis j'ai pour l'impression l'arbitre que dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je veux qu'on soit l'arbitre. moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de guerre un peu, c'est un peu le c'est une sorte de fausse guerre qu'on essaie de nous présenter, alors qu'en fait, Alors pourquoi ce véritablement, serait une j'ai fausse l'im guerre? Parce qu'en fait c'est une guerre qui a déjà fait plus de 14 000 morts, hein, le conflit dans le mais Donbass, hein. non, mais c'est-à-dire en fait, le fait de nous faire sentir, concernés par, le conflit, contre les Russes, alors qu'en fait, nous on a Ah, en c'est quand tant même sur que le même cho continent que nous, c'est-à-dire que quand la guerre elle est à l'autre bout du monde, bah, on est censé pas s'en foutre, mais globalement c'est ce qui se passe. Là on sait que des conflits qui apparaissent dans ces pays, ça a déjà existé. Il y a eu des jeux d'alliance, des blocs qui sont constitués au niveau diplomatique et au niveau militaire. Et derrière, ça a donné des trucs comme des guerres mondiales. Donc, on n'a pas forcément très oui, envie de ça. mais Je ne dis pas que ça va arriver. Mais fin du monde, moins 3 minutes. alors Je vous rends la parole dans quelques instants. Donc, je présente quand même le sujet pour les gens qui nous rejoignent, qui ne se sont pas mmh, forcément tenus au courant, puisqu'on en fera une capsule. On a eu Poutine qui a reconnu l'indépendance de provinces ukrainiennes, des oblasts ukrainiens, qui s'appellent dorénavant, donc on parlait du Donbass, qui s'appelle dorénavant les républiques populaires, respectivement, de Donetsk et de Lugansk. Donc, il y a beaucoup qui s'inquiètent de la prochaine étape, hein, même si Moscou, pour le moment, affirme ne pas vouloir annexer ces républiques populaires, comme elles sont nommées, qui sont pro-russes et qui étaient russophones et russophiles. Alors, il y en a certains qui pensent aussi que ce morcellement du territoire ukrainien ouvrirait la voie à la Chine pour annexer Taïwan, par exemple, parce qu'ils se disent, bah écoutez, ça crée un précédent. Et nous aussi, c'est notre territoire historique, puisque c'est des mots qui ont été prononcés, il me semble. On a un article de Reuters qui en parle ici, notamment, qui fait le rapprochement entre les deux doses. China concerned about worsening Ukraine situation, was national there, et notamment ils abordent le sujet, je crois, de Taïwan quelque part. Voilà. Étant donné que je crois que c'était une partie de leur gouvernement de l'époque qui était parti à Taïwan. C'est un dossier que je connais un petit peu moins du coup. Et qu'ils pourraient très bien vouloir revendiquer, annexer, étant donné qu'ils nous font beaucoup de déclarations militaires. Mais du coup, c'est au niveau du droit international, c'est surtout voilà, le précédent que ça pourrait créer qui font un petit peu peur aux gens. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans la boîte à nuggets? Il est 7h47, Léa On a Salamé, votre invité. des déclarations de Clément Beaune par rapport à ça. Ce qui s'est passé en Ukraine est très grave, mais pour l'instant, on a eu des annonces comme quoi on n'interviendrait pas militairement. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur RT, comme quoi la France n'interviendrait pas militairement en Ukraine, même si on avait commencé à envoyer des troupes en Roumanie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, quelque chose que je voulais vous montrer. Alors, il y a eu la réaction, je crois, de Lisandre l'autre jour, de l'excellente chaîne Calivision, abonnez-vous évidemment, qui a fait un react, justement, de l'allocution de Poutine, justement, au moment où il reconnaît ces provinces. Il leur reconnaît une existence comme un État indépendant. Donc, il y a quand même un gros morcellement de l'Ukraine, qui était un gros pays à la base, mais qui, entre la Crimée et là, les deux nouvelles régions qui viennent de lui être amputées, on est en train d'assister qu'on soit pour ou contre, hein, on peut être pro-Poutine, mais quand même le constater que c'est quand même un morcellement de l'Ukraine. Alors, encore une fois, c'est l'histoire de la Russie, vous pouvez la faire remonter aux Russes de Kiev. Évidemment, vous pouvez dire que c'est des... et on avait eu l'ex Calvin qui nous en avait parlé la dernière fois. Et donc, je voulais vous faire réagir à ça. Première prise de parole du chef de la République de Donetsk. Et donc, vous voyez, on s'informe. Les gens, à chaque fois que je parle de ce dos, ils disent oui, vous êtes du côté américain. Je regarde exactement les mêmes informations du côté de RT, donc de Russia Today. Et on regardera aussi du France 24, qui est censé être l'équivalent à l'international. La volonté de faire une BBC à la française à l'époque, spoiler alert, ça n'a pas très bien marché, mais c'est pas un naufrage non plus. Denis Pouchiline se présentait face aux journalistes depuis la reconnaissance de la... Alors, on va direct zapper sur son allocution. Une décision vraiment historique a été prise pour la reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Hier, la Douma d'État de la Russie et le Conseil de fédération ont ratifié 2 accords. Je pense que c'est une date historique. Denis Pouchiline. Actuellement, il n'y a pas de troupes russes C'est lui, ici. Denis Pouchiline, justement. Avant ces événements, tous les observateurs internationaux, y compris de l'OSCE, les ont cherchés, mais ils n'ont rien trouvé.
En ce qui concerne l'avenir, est-il possible que les troupes russes soient présentes ici? C'est possible. Quand et dans quelles circonstances? L'évolution de la situation nous le dira. Il y a près de 2 semaines, Denis Pouchiline se présentait en conférence de presse habillé en costume cravate. Et cette fois, aujourd'hui, il était habillé en treillis kaki. Effectivement, donc après, bon voilà, c'est juste du vestimentaire, mais on sait que quand les chefs d'État se montrent en treillis, c'est pas très bon signe. Merci. Merci pour le sub, Lorenfo. Danyavad à toi, Aïcha, et tout ce qu'on dit habituellement. Et faites comme Laurent Faux. Et promis, je vais m'arranger pour mettre des emojis, des têtes de Dai, des têtes de Satil, des têtes de raton laveur. Vous aurez tout. Vous aurez tout sur le Daimon. Effectivement. Mais revenons à l'Ukraine, revenons à des sujets moins joyeux. On a donc, il faudrait que je vous retrouve la capsule de Lisandre si vous souhaitez, et je vous la mettrai aussi en rediffusion pour vous y référer, mais on pourra en regarder quelques instants si vous le souhaitez. En attendant Bégodeau, je crois que c'était ça, Russie-Ukraine, donc la première partie de l'émission qui était consacrée à ça, je vous la mets dans le chat donc, et je me la réserve aussi dans les sources. Je le fais. Ouais, c'est déjà fait du coup, mais on avait donc la déclaration de Poutine, on écoute quelques minutes à la fin. J'ai pas noté de timer malheureusement, mais voilà, si vous voulez le react complet, vous l'aurez chez Lisandre. Le but n'est pas de lui voler, mais il y a combien de téléphones? Bref. La discussion est de la faire dévier. Nous avons réagi de manière conséquente en soulignant notre volonté de suivre la voie de la négociation, mais à condition que toutes les questions soient examinées comme un tout, sans les séparer des principales propositions russes, des propositions fondamentales. Celle-ci comporte 3 points essentiels. Le premier est d'éviter tout nouvel élargissement de l'OTAN. C'est toujours RT. Le deuxième est le non-déploiement par l'Alliance de systèmes d'armes offensifs aux frontières russes. Et enfin, le retour des capacités et infrastructures militaires du bloc en Europe à la configuration de 1900. Parce que c'est, en plus du territoire historique, c'est aussi beaucoup ce qui est invoqué, c'est que c'est insupportable pour la Russie, et on peut le comprendre, ceci dit, hein, qu'on soit là aussi, qu'on soit pro-Poutine ou pas. Moi j'ai tendance à pas franchement l'être, mais je peux comprendre l'inquiétude de voir l'OTAN à tes frontières, étant donné que ils ont un jeu d'alliance, mais qui est plus l'OCTE, ou je sais plus exactement l'acronyme, mais alors c'est plus des pays asiatiques qu'européens sur le coup. Donc ils voudraient, et alors c'est pas la première fois que ça arrive, c'est justement, j'avais noté un lien où il disait oui, pour la Géorgie il y a eu ça, pour la Moldavie il y a eu la Transnistrie, c'est pas la première fois que il y a des séparatismes dans des pays limitrophes de la Russie et que eux les encouragent. Et donc c'est un petit peu ça la strate de Poutine pour déplacer ses billes. Et donc j'avais noté, on a un react éventuellement qu'on peut faire ensemble si vous le souhaitez, de France 24, du coup vu qu'on a écouté un petit peu de RT, écoutons un petit peu de France 24, Ukraine section l'effet boomerang, on va en écouter en tout cas quelques minutes. De énergie, ressources, technologie et enjeux de pouvoir. Sur Twitch, hein. Armand Collin en face de vous. Comment? On est sur Twitch, mon pote. Tu peux mettre la vidéo en plein écran. Ouais, mais je vais faire une rediff. Stratégique, co-auteur avec Anne Sénéquier de Géopolitique, tout simplement. Également avec nous, Olivier Dorgan, bonsoir, avocat du cabinet Ashurst, et également expert en sanctions économiques. On écoutera bien sûr votre expertise. Et puis nous avons avec nous, par Skype de New York, John Rick MacArthur. Bonsoir, John Rick, directeur de Harper's Magazine. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis bien sûr, on va retrouver à Kiev notre correspondant Gulliver Krag, puisque l'Ukraine, on l'apprend donc aujourd'hui, va déclarer l'état d'urgence. Le président ukrainien salue d'ailleurs la riposte occidentale, les sanctions en l'occurrence. Avant de retrouver Gulliver, on va écouter tout de suite Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. La réponse de la communauté internationale à ces crimes doit être décisive, immédiate et forte. L'Ukraine accueille favorablement les annonces d'hier et d'avant-hier sur les sanctions contre la Fédération russe, faites par l'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Nous attendons d'autres sanctions plus fortes. Gulliver à Kiev. Rebonsoir Gulliver, on vient d'entendre le président ukrainien. Il demande plus finalement, encore plus de sanctions, même s'il est plutôt satisfait. Et si je comprends bien, à Kiev, on est presque en état d'urgence. L'état d'urgence doit être confirmé par le Parlement, mais je pense que... Je lisais des messages de personnes qui étaient à Kiev, qui disaient à Kiev même... Ça va, qui était en mode touriste là-bas, il disait bon, il y a des souterrains, il y a des trucs comme ça, c'est un peu impressionnant, mais globalement c'est relativement safe. Pour combien de temps, on ne sait pas.
Les députés ukrainiens sont unis en ce moment. Les rivalités politiques ont été mises de côté. Volodymyr Zelensky a dit avoir mené des consultations avec les leaders de tous les partis. Après, c'est un état d'urgence qui met la base juridique uniquement pour des mesures qui pourraient être prises de manière très urgente, mais ce sera cas par cas, région par région. En termes de sanctions, je pense que... Je fais juste un parallèle, mais imaginez si demain, l'Italie, il reconnaissait la République autonome de Corse. Ce serait un putain de scandale. Où l'Allemagne, ils disent la République autonome et germanophile et germanophone d'Alsace et de Lorraine. Il y a eu des guerres pour des trucs comme ça. Après, donc du coup, c'était pour le côté, oui, guerre qu'on nous vend. Je sais pas si on nous le vend. En tout cas, après, c'est la fabrique de l'attention par les médias et tout ça. Mais il se passe vraiment des choses inquiétantes. Il s'est déjà passé des choses inquiétantes qui, heureusement, se sont calmées. On espère que ça, une désescalade. Il y a des moments, des fois, des signes de désescalade. Et ce genre de move, par contre, qui... clairement, sont un accroissement des tensions qui était déjà considérable. Et reprenons. Tout le monde s'accorde à dire qu'on est loin pour le moment de cette vague de sanctions inédites que Joe Biden et autres leaders occidentaux avaient menacé si la Russie attaquait l'Ukraine. Mais il est vrai aussi que pour le moment, on n'a pas confirmation que des véhicules militaires russes ont ouvertement traversé la frontière. Et s'ils l'ont fait, ce serait uniquement pour aller pour le moment dans les régions du Donbass qui, de toute façon, l'Ukraine ne contrôlait pas depuis 2014. Je pense que l'Ukraine... La Savoie, c'était indépendant, c'était pas s'il y a une incursion plus loin en Ukraine, alors cela déclenchera très rapidement des sanctions plus importantes. L'Ukraine est bien sûr plutôt satisfaite de la décision de l'Allemagne de déjà refuser de certifier le gazoduc Nord Stream 2 symboliquement. Cela est très important. Alors sur Nord Stream 2, c'est pareil, Biden qui commence à dire ouais, je vais faire la loi là-dessus. C'est pas à Biden de faire la loi là-dessus techniquement. Alors après, en pratique, voilà, c'est au niveau diplomatique, militaire, économique, les États-Unis, ils se mêlent un petit peu toujours de tout, se prennent toujours pour les gendarmes du monde. Et puis là, voilà, c'est le bloc d'en face, leur vieil ennemi qui est revenu, et du coup, évidemment, qui s'en mêle. Ukraine. Merci Gulliver Krag en direct de Kiev. Pascal Boniface. Alors si on fait un point sur les sanctions, Joe Biden a annoncé des sanctions qui vont donc au-delà, si je comprends bien, de celles de 2014, blocage de 2 banques russes. Les États-Unis voudraient en fait couper la Russie financièrement du bloc occidental. Les Britanniques, eux, ont annoncé des sanctions contre 3 oligarques proches du Kremlin. Les sanctions européennes, donc il y a effectivement cette non-certification du gazoduc, on va y revenir assez longuement dans cette émission. Et puis également donc des sanctions contre des proches de Poutine, ça c'est peut-être un peu inédit, contre le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, ou encore le directeur de cabinet de Vladimir Poutine, des sanctions qui ont été mises en place en coordination avec les Américains. Alors est-ce dissuasif ou est-ce timoré ? Dissuasif non, puisque de toute façon c'est trop tard. Pour la dissuasion, c'est un peu tardif puisque Poutine a agi, il a reconnu ses républiques. Bon, l'idée c'est qu'il n'aille pas plus loin. Est-ce qu'il n'ira pas plus loin parce qu'il y a eu des sanctions ou est-ce qu'il n'ira pas plus loin parce qu'il aurait plus à perdre qu'à gagner à aller plus loin? On ne le saura jamais. En tout cas, s'il ne va pas plus loin, on pourra dire que la réaction ferme et collective du monde occidental est venue arrêter Poutine qui, selon certains, notamment les Johnson et même Biden, voulait aller jusqu'à Kiev. Et donc, ce qui est plus que douteux, très honnêtement, parce que je vois pas trop comment Poutine pourrait envoyer son armée jusqu'à Kiev, surtout comment il pourrait occuper et tenir Kiev. Mais donc, on met les sanctions. C'est timoré, donc? Non, parce que c'est une riposte graduée. On est quand même pas mal dans la gesticulation en réalité. On prend des sanctions. Pourquoi prend-on des sanctions? C'est quand on ne veut pas faire la guerre. Et personne ne veut faire la guerre contre la Russie. Donc il faut bien faire quelque chose. Si je prends un exemple, ne pas certifier Nord Stream 2, bon, ça n'empêchera pas de le certifier d'ici quelques temps quand la situation sera redevenue plus normale. Mais il était quand même très difficile de continuer à construire ce gazoduc le lendemain de cette décision de Poutine. Donc en fait, on a pris des sanctions qui pourront être levées, qui pourront conserver, mais qui fondamentalement ne gênent pas la Russie. Et surtout, le problème avec des banques, etc., le risque, c'est que les Russes construisent un système bancaire international différent du système américain et qu'ils continuent, Poutine avait déjà évoqué cela au Forum de Valdaï il y a maintenant 3 ans, continue à vouloir travailler à dédollariser l'économie internationale. On va y revenir. Olivier Dorgan, vous qui êtes un spécialiste des sanctions, sont pas... Et sur le coup, il y en a plein qui ont essayé de s'en passer du dollar, ils ont eu des problèmes, notamment Saddam Hussein, d'autres pays qui se sont dit, bah écoutez, on a une économie forte. S'il y en a qui pouvaient le faire, ce serait peut-être eux. Et dans ce cas-là, je sais pas, peut-être une action conjointe avec la Chine, mais la Chine possède beaucoup de dollars, donc la Chine n'a pas trop... ce serait compliqué pour la Chine, quoi. Kadhafi, effectivement, dinar d'or et dirham d'argent. À l'égard de la Russie, est-ce qu'elle vous semble plutôt mesurée pour l'instant, plutôt quand même exceptionnelle? Est-ce que ça marche, les sanctions? Beaucoup de questions. Elles sont assez structurées et assez logiques. Elles sont logiques parce qu'elles évitent le sujet qui fâche les Européens. Oui, je vous fais réagir un petit peu, oui, si vous voulez. Ouais, voilà, parce que en plus j'ai cru que je t'avais coupé, mais en fait j'avais le micro coupé, donc ça va, je t'ai pas coupé, j'ai pas parlé sur toi. Oh, allez, vas-y. En fait, la Chine et la Russie ont fait des échanges dernièrement, ont conclu donc des accords en euros. Ils n'ont pas conclu des accords pétroliers en dollars, ils les ont conclus en euros. C'est Lisandre, hein, on l'a vu dans... je crois, c'est ça. Je vous explique pas mon choc quand je suis allé à Budapest où t'as 2 SDF par rue et ils sont vraiment dans un état triste, j'avais jamais vu ça avant. Moi j'ai vu dans le 16e des SDF mais tous les mètres, tu vois, c'était pas 2 par rue, tu vois. Et globalement dans tout Paris, mais même dans le 16e, même rue Foch, enfin ou avenue Foch, je sais jamais. Et
Ça m'a choqué. Par contre, j'imagine que mieux vaut être SDF à Paris dans le 16e qu'à Budapest. J'imagine aussi. Messieurs, est-ce que vous aviez des réactions éventuellement à moins que vous souhaitiez qu'on reprenne le React, mais on peut faire une pause de quelques minutes déjà pour vous faire réagir, puisque c'est vous qui aviez lancé ce sujet. Equinox, Anarchy, Lil Guero, si vous aviez une réaction. Et si vous en avez une, vous qui regardez cette émission, sachez que c'est une radio libre. Venez participer, c'est quand même le but, et pas juste de m'entendre de donner mon avis. Non, moi je regarde. Moi je mange des pop-corn, tout ça, c'est bien trop. Tu manges des pop-corn devant la fin du monde. Voilà, exactement. Vas-y. Oui. Alors... Anarchy ou Equinox, je ne sais pas qui s'est manifesté. Faut les Russes cuisses qui n'ont jamais joué au Monopoly. Je boycotte le Monopoly. Non, j'ai un truc sur l'Ukraine. C'est que par rapport à ce que tu avais dit, tu avais sorti un exemple qui m'a fait beaucoup rire, qui était celui avec la Corse, le parallèle avec l'Italie et la Corse. Et en fait, c'est vrai, alors ton parallèle est bon. Le seul truc, c'est que l'enjeu de l'Ukraine, c'est que ça donne un accès direct à la Russie pour la mer Noire et les échanges économiques par la voie des eaux chaudes. Donc tous les relais en fait vers l'Atlantique en passant par le sud. Et en fait ça, non. Alors le gars que t'as passé là sur la vidéo, il disait un truc pas déconnant du tout sur la dédollarisation. Mais sur la mer Noire, maintenant qu'ils ont la Crimée, ils s'en foutent en fait. Ils l'ont déjà. Mais en fait, c'est que tu peux pas. T'as des contraintes géographiques. C'est-à-dire que t'as besoin de plus. Et Sochi, c'était sur la mer Noire aussi, quoi. Et en plus de ça, tu vas avoir sur l'est de l'Ukraine, qui est une partie du coup principalement russophone depuis 40 ans, qui du coup, en fait, elle est blindée de matières premières, avec des sols qui sont extrêmement fertiles. Et c'est aussi ça, plus l'accès maritime. Enfin, c'est un enjeu économique crucial pour la Russie, pour son développement économique, et du coup c'est ça qui énerve les Américains parce que c'est pas du tout ce qu'ils veulent, parce que justement ils s'appliquent à leur donner des sanctions, donc à pas leur donner la vie facile. Et du coup c'est pour ça que ça tire, c'est pour ça que c'est rigolo, ça zouk un peu. Et ça pourra être un chantier de grande envergure si l'Europe s'en mêle, parce que du coup l'Europe bosse un peu avec les Américains, et du coup l'ensemble des deux peut faire un beau twist. À Saint-Tropez ou pas, donc là vous voyez la province de Lugansk, de Donetsk et Lugansk, que je crois plus au nord, et la Crimée. Donc voilà, toutes ces régions qui sont prises à l'Ukraine qui est l'autre grenier de l'Europe aussi. Donc il y a tous ces enjeux aussi à considérer, évidemment. Et écoutez, je ne sais pas quelle stratégie pour la désescalade. Ça me semble un petit peu compliqué ça me semble un petit peu foutu pour ces territoires, pour l'Ukraine. Mais sans guerre, de toute façon, ces territoires sont foutus pour l'Ukraine. Enfin, je le pense. J'en ai pas la certitude. C'est juste une intuition géopolitique corroborée par rien. Je peux prendre la parole, Damon. En fait, on a... Oui. Allô? On ne t'entend plus. Aurélien, tu t'es mute. Il nous fait des blagues, hein. Vous avez vu? Je suis mauvais. Pardon. Je disais, Brejnev avait eu la promesse verbale que l'OTAN ne s'étendrait pas, qu'on ne ferait pas rentrer certains pays, et on a menti. Oui, on a menti. Mais ceci dit, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN pour l'instant. Il y a déjà des bases d'entraînement, il y a déjà des militaires français, des militaires américains, des militaires allemands, des militaires anglais, des militaires sud-africains, des militaires sûrement australiens, enfin bref, il y a des militaires de partout. Donc si, il y a des centres de commandement de l'OTAN qui sont présents. Ils font pas partie du centre de commandement de l'OTAN, mais ils font partie dans le premier, parce que tu as plusieurs échelons d'intégration de l'OTAN, et ils font partie du premier ou deuxième échelon d'intégration de l'OTAN. Ils sont Elle a acquis un statut d'immunité, visiblement par l'OTAN, mais elle n'en fait pas formellement partie. Voilà, et puis du coup il y a des bases, il y a tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Les Américains sont très bien installés, partout. Mais ceci dit, si l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, en vertu de quoi on leur refuserait, quoi? Et tout comme si l'OCTE, je sais plus si c'est l'OCTE leur organisation, j'ai vérifié, ou l'OTCE, l'organisation russe. Imagine, par exemple, ils voulaient avoir le Mexique dans leur traité international russe. Pourquoi pas en soi, tu vois.
Et tu pouvais pas ajouter l'Ukraine à l'OTAN même si elle le demandait, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui c'est un territoire en guerre. C'est-à-dire que si l'OTAN prenait l'Ukraine, bah du coup la Russie allait réagir, parce que l'Ukraine c'est une frontière commune avec la Russie, que l'OTAN est déjà partout autour, et les bases militaires autour des frontières d'un pays, en termes de diplomatie, c'est un peu moyen. Et ouais. L'Ukraine c'est le chouchou de la Russie, l'OTAN ça sert à rien. Oui. Précise, c'est quoi servir à quelque chose, tu vois? J'arrive pas. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui va retrouver l'acronyme? Moi, j'adore les acronymes, mais ça m'embête quand je retrouve pas l'équivalent de l'OTAN pour la Russie. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un sur le chat qui l'a. On a des gros cerveaux, on a des gens qui réfléchissent, on a des gens qui peuvent faire des recherches Google. Moi, j'en fais, ça ne fonctionne pas. Moi, j'avoue que là. OTSC, voilà, ça y est, je l'ai. Bon, bah, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et on rappelle, il y a dedans l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan. Mais quand on regarde la carte des États membres, c'est plutôt ramassé sur l'Est et pas tellement sur l'Europe. Du coup, c'est ça, en fait, ils aimeraient bien avoir un petit peu... ils aimeraient bien avoir leur influence, ce qui s'ouvre un petit peu... à l'ouest de leur frontière aussi, quoi. Le truc, c'est que si tu gagnes Lugansk et Donetsk, ça te fait une position d'une centaine ou peut-être même quelques milliers de kilomètres de plus avancé, tes S-400 et tes S-300 qui sont des missiles antimissiles qui sont très performants, et donc du coup tu peux complètement leur empêcher d'entrer sur le sol russe d'avance, quoi, avant parce qu'ils seront sur un sol russe entre guillemets, mais bon, ça sera un truc qui sera que récemment rentré dans la Russie, donc voilà quoi, avancer c'est ceci dit, que ce soit l'Ukraine ou je sais pas, tu vois, la République tchèque, s'ils veulent envoyer des missiles depuis la République tchèque ou la Pologne, il y a moyen, ou même l'Allemagne, enfin l'Allemagne ils ont pas de missiles à eux, mais il y a sûrement des bases militaires de l'OTAN en Allemagne. Un système de défense, plus tu l'approches du départ du missile, plus tu peux, même si tu le rates avec les premières défenses, mettre des contre-mesures après qu'il ait passé ta frontière. Mais là, le but, c'est d'avoir une contre-mesure anti-missile ou anti-avion en dehors de ta frontière historique. Et ça te crée une sorte de défense. C'est purement militaire, c'est avancer les défenses. Les Américains, ils ont le bouclier anti, je sais pas quoi, la de merde, là, qui foutent partout. Bah écoute, les Russes, il faut bien qu'ils se défendent. Et alors, nous, qu'on soit, comme il dit Mélenchon, putain, c'est quoi le mot déjà? Qu'on soit... Une troisième voie. Non alignée. Non alignée, voilà. Je laisse la parole aux autres. Le Quai d'Orsay demande aux ressortissants français de quitter l'Ukraine sans délai. C'est 20 minutes sur le coup, mais c'est sorti il y a 27 minutes justement. Visiblement, Joe Biden a dénoncé un début d'invasion après le déploiement de forces russes dans les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Les États-Unis et l'Union européenne ont riposté avec des sanctions pour couper la Russie des financements occidentaux. C'est ce qu'ils abordaient tout à l'heure. La rencontre entre le secrétaire d'État américain et son homologue russe a été annulée. Un sommet Biden-Poutine n'est plus d'actualité. Alors ça, c'est du côté de Biden. Poutine lui dit qu'il est encore ouvert au dialogue, d'après ce que j'avais trouvé. Et du coup, on nous disait, oui, pourquoi Cuba pourrait pas être communiste? Ah oui, ça leur a pas plu, ça, quand c'est arrivé. Et puis après, il y a eu la baie des cochons et il y a eu tout ça aussi, quoi. C'est-à-dire que, viens, on va mettre des missiles juste à côté de vos côtes. Bon, alors après, est-ce qu'ils ont mis des missiles nucléaires en Ukraine, pointés vers la Russie? Je sais pas. Il ne se passe rien en Ukraine et en Russie, c'est juste pour vendre des armes. C'est un point de vue original, Toto Kaka. Je te souhaite pas de faire un tour là-bas pour le vérifier, mais... Et donc j'avais un autre article qui était assez intéressant que j'avais mis de côté à ce sujet. Où est-il? Oui, comment la Russie avance ses pions pour contrer l'Occident. Et donc c'était le point de vue de France 24 aussi, mais vu qu'on va pas écouter l'émission en entier, je vous propose cet article. Donc voilà, il nous parle de la reconnaissance des deux États, Donetsk et Lugansk, reconnus par Moscou, et ils disent que ça réactive sa vieille stratégie
qui consistait à voler au secours des russophones, parce que c'était aussi beaucoup en vertu de ça, c'est qu'il y a beaucoup de russophones, et c'est pour ça aussi, dès que tu organises un référendum dans un endroit où la plupart des gens sont russophones, mais c'est pareil, c'était aussi, il y a eu beaucoup de russophones qui sont arrivés à l'époque du bloc soviétique aussi, pour maintenir son emprise sur l'ancien bloc soviétique justement, et contrer l'influence occidentale. Après avoir nié pendant des mois vouloir envahir l'Ukraine, le président Poutine a ordonné mardi l'entrée de troupes russes de maintien de la paix, il le met entre guillemets, dans les territoires séparatistes de Donetsk et Lugansk. Moscou reconnaît désormais officiellement les deux entités donc de l'Est ukrainien, dont les séparatistes pro-russes soutenus par la Russie se sont emparés en 2014 et qu'ils occupent depuis comme des républiques indépendantes. Malgré les spécificités de la crise ukrainienne, nombre d'experts ont noté que l'action de Poutine s'inscrivait dans la lignée d'autres opérations militaires russes afin de contrecarrer tout rapprochement de ses voisins avec l'Ouest. Une stratégie qui consiste à maintenir, est-ce qu'il veut faire une zone tampon de tous les autres pays aussi ? Maintenir l'emprise de Moscou sur les anciens, mais là c'est au-delà de la zone tampon si tu commences à plus ou moins les annexer dans les faits, sur les anciens membres du bloc soviétique, en bloquant toute nouvelle expansion de l'OTAN vers l'Est. Pour ce faire, le Kremlin instrumentalise depuis longtemps des conflits gelés, écho à la guerre froide, à ses frontières, des situations de statu quo faisant suite à des affrontements sans résolution politique. Au cours des 3 dernières décennies, donc je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, la Russie a obtenu en Moldavie un régime pro-russe dans la région séparatiste de Transnistrie. En 2008, elle a mené une invasion continentale de la Géorgie pour soutenir les gouvernements séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, 2 provinces comptant d'importantes populations russophones. 6 ans plus tard, comme quoi la langue, 6 ans plus tard, elle a enfin saisi la Crimée à l'Ukraine et commencé à soutenir une insurrection de séparatistes pro-russes dans le Donbass. À chaque fois, la crainte d'un affaiblissement de sa sphère d'influence a précipité les actions de Moscou. Il y avait peut-être un calendrier qui a été avancé en anticipation. Il y en a certains qui se disent ah oui, ils pressentaient que là l'OTAN allait vraiment basculer, l'Ukraine allait vraiment basculer dans l'OTAN. C'est pour ça qu'ils ont activé ce truc-là plus rapidement que prévu. Tandis que la présence de populations d'origine russe fournissait au Kremlin un prétexte pour intervenir en tant que protecteur. Cette même logique était à l'œuvre lundi en fin de journée, lors du discours décousu de Vladimir Poutine. On en a écouté un extrait tout à l'heure, dans lequel il a affirmé sans preuve que les citoyens russophones d'Ukraine étaient victimes d'un génocide. Ça, c'est vrai que quand tu affirmes qu'il y a un génocide, c'est quand même pas mal de développer. Cette nouvelle manœuvre militaire de Poutine fait suite à des mois de tensions fluctuantes au cours desquels le président russe a massé son armée le long des frontières de l'Ukraine. On commentait en disant il y a moins de 100 000 hommes, plus de 100 000 hommes, on ne savait pas, tout en maintenant le mystère sur ses intentions. En fin de compte, le timing de son passage à l'acte semble indiquer que si la Russie reproduit la même stratégie, elle capitalise néanmoins sur les erreurs passées. En 2008, la guerre entre la Russie et la Géorgie guerre assez inégale, avait éclaté au début des Jeux Olympiques d'été de Pékin, aux grandes dames des dirigeants chinois. Pour éviter de contrarier à nouveau son allié, Poutine a cette fois attendu la fin des Jeux d'hiver, également à Pékin, pour frapper en Ukraine. Alors je ne sais pas si c'était là, on fait un peu un procès d'intention. En tout cas, le calendrier était différent. Cette nouvelle opération dans les provinces de Donetsk et Lugansk réveille de douloureux souvenirs pour les Géorgiens encore sous le coup, le choc de la défaite cuisante de leur pays face à la Russie. Attendez, en même temps, pour prendre des pronostics, j'aurais pas mis beaucoup de billes sur la Géorgie. Pour autant, cette stratégie était des plus prévisibles selon le professeur Emil Avdaliani de l'Université européenne de Tbilissi, si je le prononce bien, et du groupe de réflexion géorgien GeoCase. Ah, ça j'y arrive. En Géorgie, citation, nous étions nombreux à nous attendre à la reconnaissance des 2 entités séparatistes du Donbass. C'était évident depuis une année environ. Moscou a augmenté son financement des entités, fourni des passeports russes et renforcé clandestinement sa présence militaire. Alors ça, comment il le sait, je ne sais pas non plus. La décision de Poutine est la conclusion logique de ce processus, explique-t-il à France 24. Les actions de la Russie suivent un manuel pratique établi, poursuit-il, celui consistant à, je cite, créer ou favoriser des mouvements séparatistes afin d'empêcher un voisin de dériver vers les institutions occidentales. Et est-ce que ça fait comme la fédération du commerce dans Star Wars et à la fin c'est les sites qui débarquent défendre le proche étranger de la Russie? Et pour le reste de l'article, je vous y renvoie directement, je vous mets sur le chat évidemment. Presque pas biaisé cet article. Mais tous les articles en fait sont biaisés quand on regarde le point de vue de Russia Today aussi. Mais justement, tu as le point de vue occidental de France 24 qui est un média d'État et Russia Today c'est un média d'État russe. Je peux pas faire mieux les gars, je peux pas faire mieux que de croiser les informations les plus contradictoires sur le coup. Et après on n'est pas sur le terrain. Donc quelque part, est-ce que parce qu'on n'est pas sur le terrain, il faut qu'on ferme notre gueule ou est-ce qu'il faut quand même parler de ce sujet qui est pas si loin de chez nous et qui potentiellement peut enflammer une quantité non négligeable de la planète?
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez faire une conclusion sur ce sujet? Si tu peux faire beaucoup mieux, propose Sotokaka ou viens avec nous, c'est une radio libre. J'imagine que tu as des connaissances particulièrement étendues, des réflexions inédites que nous n'aurions pas eues. Donc vas-y, j'imagine que tu vas pas juste avoir un point de vue pro-Poutine ou pro-américain. Donc n'hésite pas, tu connais le chemin du standard, Totokaka. Et en attendant, je vous donne la parole à vous, Equinox, Aurélien, Lil Guerrero, l'ours qui nous a rejoint, ou Anarchy qui veut réagir sur le sujet. Et faites des dons si vous ne voulez pas qu'on rende Moi, je vais faire une réaction un peu bateau, vraiment, du fait de ma non-connaissance absolue du sujet et du fait que Mais c'est bien de le préciser. Je ne suis pas vraiment du tout... En fait, tristement, peut-être que je fais une erreur, mais je suis pas du tout intéressé par le sujet. Mais pourquoi? Je l'explique. Est-ce que ça t'évoque quand même quelque chose? Alors, déjà, explique-nous pourquoi et vas-y. Pourquoi? Parce que, moi, je fais un rapport par rapport à l'OTAN, déjà de base. En fait, je réalise que il y a une partie de la population qui est sous l'OTAN, en fait, qui n'est pas en accord avec leur propre gouvernement, en fait. Donc, en fait, il y a déjà des divisions au sein de l'OTAN. On pourrait dire que c'est la même chose du côté des Russes, mais en fait, du coup, moi, je vois ça plus dans un sens où, en tant que, je sais pas, en tant que je dirais, que prolétaire ou quelqu'un qui est en bas de l'échelle sociale, je me sens pas du tout pourquoi ça concernerait plus un bourgeois qu'un prolétaire, par exemple, à moins qu'il ait des intérêts en Ukraine directement, tu vois. C'est plus dans le sens, ça concerne plus le gouvernement que moi. Du moins que moi et que plusieurs personnes qui ne sont justement... ouais, mais quand il y a un connard d'archiduc qui s'est fait descendre en Autriche à l'époque, je sais plus, c'était pas en Autriche d'ailleurs, mais on s'en foutait, le prolo français il disait ça me concerne pas, tu vois, c'est un noble, il s'est fait dessouder dans un attentat, Première Guerre mondiale, tu vois, c'est... Donc je dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis à chaque fois il faut quand même garder cette éventualité à l'esprit, parce que le fait de garder cette éventualité à l'esprit, ça permet de nous en prémunir un peu, je pense. Non, mais je vois absolument. Enfin, c'est juste que du coup, moi, je me dis, mais en fait, étant donné le contexte, surtout le contexte français, nous, actuellement, c'est un peu le cas. Il y a une division entre nous et le gouvernement. Moi, perso, j'ai pas envie de faire la guerre aux Russes et je vois pas l'intérêt de. Tu vois, tous ceux qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Comment? Tous ceux qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Napoléon, Hitler. Oui, déjà, et en plus, même au-delà de ça, genre, c'est un problème qui est vraiment... j'ai l'impression que c'est un problème vraiment de politique, de gouvernement, en fait, de chefs d'État qui se font une guerre je sais pas, de territoire, mais en fait, les populations dans ça, est-ce que nous, on doit vraiment se sentir impliqué face à ça? Je ne sais pas, en fait. J'ai l'impression que... Salut Lex Calvin. Je sais pas si ça... Salut tout le monde, je me permets d'intervertir parce que tu sais pas... Je dis bonjour à tout le monde et en même temps, oui, ça doit nous inquiéter parce que la Russie fait partie des puissances mondiales avec beaucoup d'intérêts économiques et tout, et que s'il y a une guerre contre la Russie, que tu sois d'accord ou pas, on sera impliqué et tout. Une guerre de cette ampleur, ça va nous toucher et qu'on le veuille ou pas. Et les guerres, depuis le début, depuis le début de l'humanité, ça a toujours été des tensions diplomatiques, politiques et tout ça, et oui, ça touche les habitants que ça soit allemand ou pas, de toute façon. Alors, on a une citation de Zelensky qui date d'aujourd'hui, donc le président de l'Ukraine, le jeune président de l'Ukraine, plus jeune président de l'Ukraine d'ailleurs,
qui arrive au pouvoir de façon qui a succédé à Poroshenko, mais on ne s'y attendait pas forcément. Il a connu le succès par une émission de télé, il me semble, et qui a déclaré, je crois que la Russie devrait faire partie de ces pays qui fournissent des garanties claires de sécurité. J'ai suggéré à de nombreuses reprises que le président de la Fédération de Russie s'assoie à la table de négociation et s'exprime. Donc là, on n'est plus dans le... On n'est pas en train de dire bah non ces régions sont toujours à nous, on ne reconnaît pas. C'est plus en mode vas-y s'il te plaît négocie avec nous, mais j'ai un peu l'impression que même du côté ukrainien c'est un peu acté cette séparation. La guerre, un sujet sympa effectivement. Mais sujet inévitable malheureusement. Pour répondre à l'ours, enfin je comprends absolument ce que tu dis. C'est juste que je sais pas. Je fais un contexte comme si... Non, mais concrètement, est-ce que vous avez la contradiction dans ta phrase ensemble de comment on prend... Moi, je dis pas que les Russes sont pas les plus gentils. Je dis simplement que nous, les Français... Si, c'est les plus gentils. On est des petits chiens. Vous savez quoi, il y a pas longtemps, on s'est fait piquer toute notre industrie oui, mais ça c'est l'économique encore une fois, c'est pas l'Italie qui a reconnu la République autonome de Corse, tu vois. Ouais, mais on aurait pu faire la guerre pour moins que ça. Moi, je te le dis, à une époque. Parce que concrètement, qu'ils nous prennent tous nos moteurs de fusée, toute l'industrie du moteur de fusée française, mes couilles, hein, ça c'est hors de question, on n'aurait jamais dû accepter. Ils l'ont pas volé, c'est des négociations. Je crois que c'était les turbines des pas tous en même temps. Réacteurs nucléaires, des sous-marins. C'était l'affaire Alstom, ça. D'accord. Aurélien. Et puis non, ce que je veux dire, c'est que les Russes se sont fait prendre pour des cons. Je suis désolé. On a pris les Russes pour des cons. Les Américains ont pris les Russes pour des cons. Ils n'ont pas respecté leurs paroles alors qu'ils n'étaient qu'une parole. Mais ils ont fait du jeu 2014 Maïdan. On sait pourquoi c'est. On sait que la CIA, elle a balancé des millions de dollars sur la place. On sait qu'ils ont balancé du fric, des armes. Ils ont soutenu des néo-nazis. Ok, on s'en rappelle, hein des néo-nazis. Le parti de des mecs qui tendaient le bras, hein. Okay. Ouais, l'Ukraine, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je vois pas comment l'Ukraine pourrait récupérer ça à moins d'une guerre, et personne ne veut cette guerre. Donc, à mon avis, c'est acté aussi, hein, mais où s'arrêtera la Russie? C'est quoi la prochaine région? C'est comme on disait tout à l'heure à propos de YouTube, quelle sera la prochaine chaîne à se manger une balle venue de nulle part en mode Death Note? Et bah là c'est un petit peu la même chose, genre ah bah tiens, bah cette région, et finalement ils aiment pas trop ton gouvernement les gens, et puis on s'est mis d'accord avec eux, puis on a signé des contrats, et puis en fait on a déjà envoyé des militaires, donc tu vas faire quoi? Ça peut être un jeu dangereux à terme quoi, Oui, on a tout intérêt à laisser faire pour calmer le jeu parce que c'est la stratégie de désescalade la plus évidente, même si c'est la plus dommage pour l'Ukraine. Mais du coup, ça crée un précédent international et on disait dans ce cas-là, oui, pourquoi la Chine n'y dirait pas et Taïwan et tiens, Hong Kong, on va le récupérer plus tôt que prévu aussi. Où s'arrêteront les États-Unis? Oui, ce qu'on peut reprocher à l'un, on peut le reprocher à l'autre, hein, évidemment. Parce que c'est le fait que la Russie dise bon bah voilà, du jour au lendemain, ça c'est à moi. Ouais, non, mais tu grappilles du territoire. Ça pose un problème sur la scène internationale. Après, ce que tu parlais, Aurélien, du pognon qui a été foutu de la CIA, que ça soit pendant la guerre froide ou après, il n'y a pas un côté plus vertueux que l'autre. Hein. Je veux dire, les Russes ont aussi leur lot de sales coups et d'espionnage et de tout ça. Hein. Enfin, je veux dire... oui, vous savez, en ce moment, vous avez l'opération avec les militaires Wagner en Afrique centrale, au Mali et tout. Et c'est comme ça qu'on se fait botter le cul et qu'ils nous demandent de partir au Mali. C'est parce que les Russes foutent du fric en wagon. Donc je dis pas qu'ils sont... C'était pas des républiques indépendantes avant qu'ils les reconnaissent, Tokaka, justement. Il faut savoir, pour chaque, même si on peut globaliser le problème, même moi je suis prêt à le globaliser et à toujours complexifier, mais après il faut que tout le monde puisse nous suivre et tout, puis moi je suis pas sûr d'avoir non plus toutes les connaissances pour le globaliser aussi bien qu'un Mélenchon et tout, mais bon, moi je pense qu'on s'écarte un peu du sujet. Je voulais une conclusion sur l'Ukraine. Oui, je veux dire un truc juste. Mélenchon propose une conférence internationale des frontières pour en discuter. Et je pense que c'est une bonne idée. Alors ça va foutre Il rappelle que ça fait 2 élections qu'il le propose d'ailleurs. Oui. C'est confus tout ça, un peu Lex Calvin. Et tu nous avais un peu clarifié les choses la dernière fois. Après, si tu as des rectificatifs, n'hésite pas à monter, faire tes rectificatifs avant qu'on close cette vidéo, qu'on termine cette vidéo.
Aurélien, je te laisse C'est reprendre. confus tout ça, non? Je pense qu'il délire, il rigole. T'as fait des simplifications. Si, tout à l'heure, il mettait des au secours de désespoir sur le chat. Sérieux? Oh putain, non, mais attends, attends. Oh non. Je vous laisse entre spécialistes. Encore que pour Taïwan, sur place, la population n'est pas favorable à Non, la mais Chine. dis-nous sur des conneries. Si. L'État russe est plus malin en annexant des régions dont la population leur est plutôt favorable. Effectivement, ça fait quand même une différence. Mais est-ce que ce sera suffisant? Il veut son traité de Versailles. Non, mais il fait quoi, Lex? C'est pas un... Si, mais il était en live tout à l'heure. Il a sûrement rendu l'antenne entre-temps. C'est pour ça qu'il vient nous faire un petit coucou. Et du coup, il troll un petit peu le niveau d'analyse qu'il a entendu en arrivant à la fin. Après, c'est une radio libre, Lex. Moi, je donne la parole à tout le monde. La plupart des gens précisent qu'ils sont pas du tout connaisseurs du sujet à la base. Mais je les fais réagir quand même. Il a vécu en Ukraine, oui, c'est pour ça il se permettait la dernière fois de nous préciser quelques petites choses. J'avais déjà tout dit la dernière fois. Je vous renvoie à la capsule, si tu peux retrouver la capsule justement sur DayFM que j'avais publiée. Ouais, je vais le faire. Vous oubliez que la partie russophone a pris sur la tronche. En fait, dans une guerre, oui, il y a eu 14 000 morts dans le Donbass, donc en fait, les deux parties, elles ont pris sur la tronche. C'est logique, après, il y a sûrement un camp qui a pris plus que l'autre. Hein. Mais... On n'est pas là en train de faire de la comptabilité non plus. Attends, tu parles de capsule où? Tu as mis la capsule? J'en avais fait une sur DayFM, si tu peux la retrouver ou pas. C'est la dernière capsule, je crois, sur l'Ukraine, tout simplement. Attends, mais je suis... Attends, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, je vais la retrouver.